Très bien. Donc, je vais démarrer cette présentation. Je vous souhaite à toutes, puisqu'il y a, je crois que des femmes, mais à tous, potentiellement d'autres personnes qui nous verront en replay, la bienvenue sur APH pour APH et cette présentation de l'association. Alors, l'association a été créée en 2015, donc ça fait 7 ans, un petit peu plus, c'est au printemps 2015, sous le nom Objectif Hypnose, avec l'abréviation OH. Et puis, on a appris par la suite que OH, c'était l'abréviation d'une pathologie, je ne sais plus laquelle, je crois liée à l'alcoolisme. Et donc, ça nous a un petit peu embêtés. Et l'association a été renommée en 2020, donc 5 ans plus tard, sous la dénomination actuelle APH, donc Association des praticiens en hypnose. Cette association est née d'une amitié, d'un contact entre deux personnes, Madame Véronique Bauler et moi-même. C'est Véronique qui a eu l'idée de créer une association. Elle était assez fraîchement sortie de formation à l'époque, puis se dit ce serait sympa de faire un truc où on se retrouve, où on sort un petit peu de notre tour d'ivoire et de notre comment dire, isolement de cabinet. Et puis, elle a cherché quelques personnes, il n'y avait pas grand monde qui était prêt à se lancer. Et puis, elle s'est dit, mais il faut que je demande à Philippe, il est peut-être assez cinglé pour se lancer dans une aventure comme ça. Et effectivement, j'ai répondu présent, je trouvais que ça assez intéressant. Et pour être franc, au départ, je pensais qu'on serait 5 ou 6 personnes à se retrouver pour travailler, pour s'entraîner, pour échanger, etc. Et on s'est rendu compte très rapidement que ça correspondait à un véritable besoin, puisqu'on a été à la première assemblée un peu constitutive, et il y avait déjà 25 personnes qui avaient répondu présent. Rapidement, on est monté à 50 membres, et donc, ça a donné une dynamique très intéressante dès le départ. Et puis, on est arrivé à un sommet de 75 environ membres à un moment donné. Après, évidemment, il y a eu des fluctuations, des allées et venues avec des membres qui arrivaient, qui ne se retrouvaient pas forcément, qui sont partis, d'autres qui ont pris leur retraite. Enfin bref, il y a eu des fluctuations. Et notamment durant ces dernières années où nous avons établi de nouveaux critères pour les membres avec l'intention de monter le niveau d'exigence, donc de monter le niveau de compétences de nos membres. Alors, évidemment, il y en a qui se sont moins reconnus dans ce système et qui ont quitté le bateau. Et actuellement, nous sommes 55 membres. Alors, suite à la présentation de l'autre jour, il y en a 4 de plus. Et puis, donc, on s'approche des 60 membres. Et puis voilà, suite à cette présentation ou à ce qui va se passer avec cette action de communication, eh bien, on espère qu'on va pouvoir réunir d'autres personnes autour de ce projet, enfin, c'est plus un projet, de cette association, de ce groupement qui, en fait, évidemment, est là pour défendre la profession et de défendre ses membres, enfin voilà, participer au développement des membres. On va en reparler juste après. Et donc, il y a eu des mouvements, et puis maintenant, on est vraiment bien établi, on est bien en place, et c'est la raison pour laquelle on se sentait mûr pour faire une communication plus large, et vous le verrez, on se sent mûr pour aller vers des objectifs plus ambitieux. Il y a eu donc une importante mise en place au fil du temps, au fil de ces années, pour structurer l'association, établir un fonctionnement qui est efficace, qui marche bien, et puis développer un site internet, un site web qui est intéressant. Voilà un petit peu pour l'historique, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. On a vécu des moments magnifiques, d'autres un petit peu plus tendus. On a notamment en 2016, suite à l'impulsion de Madame Bauler, qui avait un peu de peine avec la hiérarchie, on a établi un système à l'essai pendant une année qui s'appelle l'holacratie, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un système horizontal où il n'y a plus de responsable, tout le monde met la main à la pâte.
Alors, c'est génial sur le papier, c'est très sympa comme idée, mais ça ne marche pas. Quand on n'a pas quelqu'un qui tire, quand il n'y a pas de locomotive, les wagons ne bougent plus. Et donc on a été malheureusement obligé d'abandonner ce système qui était effectivement une bonne idée, mais on en a gardé euh, une certaine partie par des groupes de travail. Alors certes, il y a une certaine hiérarchie parce qu'il faut qu'on sache qui est responsable, qui fait quoi, mais en même temps, il y a des groupes de travail qui permettent d'avoir une certaine horizontalité et, euh, et d'avancer sur des projets plus importants. Voilà pour ce qui est du fonctionnement, un peu d'historique. Et j'aimerais en venir au but de l'association, parce que finalement c'est ça qui est important. L'association va agir et va soutenir une action commune. Commune, certes, c'est l'action de tous les membres, mais il y a des gens qui sont un peu plus engagés que d'autres, c'est normal. Cette action commune en faveur des membres et en faveur de la profession, comme je l'ai dit tout à l'heure. APH veut aussi, à cette intention de se positionner en tant qu'interlocuteur officiel de l'hypnose au niveau des institutions. Alors, qu'est-ce que c'est les institutions? Il peut y avoir l'État, il peut y avoir évidemment les caisses maladies et aussi les écoles. Alors ça, c'est un peu en gestation, c'est en projet, on a déjà posé les premières bases de réflexion, mais ça demande à être développé. Et puis, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'aspect convivial entre les membres. Pour nous, c'est vraiment très, très important d'avoir une espèce de, voilà, on se prend au sérieux, on est au sérieux, on travaille sérieusement, mais on peut faire les choses sérieuses avec légèreté, avec convivialité, avec une certaine souplesse. Et donc, ça, c'est très, très important. Cet aspect convivial, cet aspect, voilà, amical, c'est peut-être un peu exagéré, c'est-à-dire il va y avoir des amitiés qui se créent au sein de APH, mais ça va dépendre des affinités de chacun, c'est ce qui est normal. Et donc, grâce à ce cadre, nous avons des activités, des assemblées, des rencontres qui vont soit être orientées sur les membres, soit être orientées sur le grand public. Puisque dans nos statuts, même si on peut les détailler peut-être un peu plus loin, fondamentalement, les deux objectifs principaux, c'est de permettre aux membres de se développer. Alors, de développer leur cabinet, c'est peut-être une chose, c'est pas vraiment le principal, mais on peut être là aussi pour ça. Mais surtout de développer sa technique, de développer ses compétences. Et cela passe essentiellement par des ateliers réguliers qui ont lieu dans l'association. Ça, c'est pour le premier point, soutenir et permettre aux membres de se développer et de développer leurs compétences. Le deuxième point important, c'est de mieux faire connaître l'hypnose, de mieux faire connaître évidemment l'hypnose non médicale, puisque c'est notre domaine. L'hypnose médicale est finalement assez proche de ce qu'on fait. Ça pourrait générer des polémiques, donc je ne veux pas trop partir là-dedans. Effectivement, ce sont deux mondes. Le monde médical nous regarde un peu de haut ou de côté comme ça. Et je pense que ça serait vraiment très utile que notre association puisse entrer en contact avec le monde médical pour améliorer cette difficulté de communication qu'il y a entre ces deux mondes. Il y a un véritable clivage, en fait, entre le monde médical, enfin l'hypnose médicale et l'hypnose non médicale. Clivage qui est largement à imputer au monde médical qui, effectivement, ne nous considère pas tellement bien. À juste titre, pour certaines choses, mais justement, tout ça est en train de tellement évoluer que ça vaudra la peine de pouvoir améliorer cette situation. Alors, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur le point central de nos activités. C'est un peu le cœur de notre association depuis le début.
puisque la première impulsion, c'était de se rencontrer pour travailler ensemble, pour s'améliorer. Et donc, c'est le cœur de l'association qui est formé par les ateliers. Ce qu'on appelle les ateliers sont les ateliers de travail qui réunissent les membres pour, voilà, pour développer les compétences, pour améliorer, pour acquérir des nouvelles connaissances, pour s'entraîner ensemble et pour s'entraider, etc. Alors, il y a eu déjà, depuis le début de l'association, une quarantaine d'ateliers, puisqu'il y en a 5 ou 6 par année, sur 7 ans, ça fait ça. Et donc, actuellement, on a un rythme de 3 ateliers par semestre. Il y en a 3 avant l'été, 3 après l'été. L'été étant un point charnière, puisque c'est là où où a lieu notre assemblée générale. D'ailleurs, la prochaine assemblée générale, si jamais vous avez l'envie de nous rejoindre assez rapidement, vous pourriez y participer, mais c'est très, très bientôt, c'est dans 3 semaines, c'est le 1er juin. Et donc, on a un point charnière dans l'année qui est marqué par l'Assemblée générale, durant laquelle, évidemment, toutes les grandes décisions sont prises, votées. Et donc, on a 3 ateliers avant, 3 ateliers après. Les ateliers ont fonctionné jusqu'au début du Covid, ont fonctionné en présentiel. Et puis, actuellement, à cause du Covid, on est passé sur Zoom. Puis actuellement, on est en train d'essayer de revenir à plus de présentiel parce que c'est quand même vraiment sympa de se voir, de se rencontrer, de se serrer la main, de se faire des sourires en vrai, quoi, de sentir l'énergie des gens. Et donc, on va revenir à partir de cet automne à un atelier sur 3 en présentiel. Et les 2 autres seront sur Zoom. Alors, ce choix, il est issu du fait que, effectivement, avec la contrainte covidienne, on a été habitué à Zoom. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé ça quand même assez pratique parce que, comme on est une association romande, on a un certain nombre de membres on est tous dispersés. Alors, effectivement, il y a une petite concentration autour de Lausanne, mais on est tous dispersés. Et c'est vrai que s'il faut chaque fois venir à Lausanne, ça fait long. Alors, l'idée, c'est aussi, et on l'a déjà fait par le passé, d'organiser des ateliers, pas que à Lausanne, mais aussi à d'autres endroits. Sur les années, on a fait 2 ou 3 ateliers sur Genève, 2 ou 3 sur Neuchâtel, 1 ou 2 au Locle, 2 à Fribourg. En Valais, on n'avait personne, donc on n'a pas développé. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir organiser ces ateliers un peu en Zoom pour des raisons de déplacement et en présentiel aussi pour des raisons de convivialité et aussi le fait que sur Zoom, on ne peut pas vraiment s'entraîner, on ne peut pas vraiment pratiquer. On peut faire de la théorie, on peut montrer des choses, etc., mais pas vraiment pratiquer. Donc, c'est l'idée, à partir de cet automne, de revenir, au moins de temps en temps, à un atelier régulier en présentiel. Ces ateliers, ils sont constitués de plusieurs manières. On a soit une présentation un peu théorique, disons-le, par un des membres, qui va présenter une spécialisation ou un aspect de l'hypnose qui le touche, qu'il connaît bien ou qui lui est, qui résonne pour lui. Et puis après, il y a un partage. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui a lieu de manière récurrente, c'est-à-dire en tout cas une fois par semestre, c'est ce qu'on appelle une étude de cas. On se réunit, chacun amène quelques cas un peu, évidemment, on ne va pas amener les cas trop faciles ou les cas qui ont trop bien marché. L'idée, c'est plutôt de mener les cas où on a un peu ramé pour obtenir un résultat et de manière à pouvoir s'enrichir avec ça. Et puis la troisième possibilité de ces ateliers, c'est, comme je le disais, des rencontres d'entraînement pratique. Et ça nécessite d'être en présentiel. Donc, soit on a une présentation théorique, soit on a un entraînement pratique, soit on a une étude de cas.
Dans les présentations théoriques, on a eu au fil du temps l'occasion de recevoir quelques personnalités de l'hypnose. On a eu Norbert Martin qui nous a présenté la méthode Sedona. On a eu Denis Jacquard qui nous a présenté le voyage du héros. On a eu Isabelle David qui nous a présenté une technique qu'elle a mis au point de manière personnelle de gestion d'émotions. On a eu 2 fois le docteur Bruno Dubos, psychiatre français, qui est venu nous présenter ce qu'il appelle les âges clandestins. C'était très intéressant. On a eu Marguerite Layelé, qui est plutôt, elle, un peu chamanisme et musicienne. C'était aussi très intéressant. Et Frédéric Vincent, qui nous a présenté les inductions rapides, les ruptures de pattern dans le cadre de son institut Zéro Mental. Peut-être que ces noms évoquent quelque chose, peut-être pas. Sachez que toutes ces personnes sont quand même un peu des pointures, en tout cas à l'actuel, des gens qui sont en tout cas bien en place. Et donc, on va continuer comment dire ça, continuer à inviter des gens qui ont un bon niveau pour donner des ateliers. En complément à ça, et ça c'est tout nouveau, ça va démarrer cet automne, on a eu le projet de proposer des formations qu'on appelle longues. Alors, formation longue, ça veut dire 1 jour entier ou 2 jours entiers. Par rapport à un atelier qui a lieu en soirée et qui dure 2 heures, ça fait une formation longue. Du coup. Ces formations continues, formations entre guillemets longues, seront données par des praticiens émérites, donc pas des membres a priori, mais vraiment des spécialistes qui viennent apporter quelque chose. Donc, ça serait un peu dans ce cadre qu'on retrouverait un peu les personnalités de l'hypnose. Ce seront des formations payantes, mais pour lesquelles les membres APH auront un rabais intéressant, et ça nous permettra d'ouvrir ces formations hors mur de APH et de aussi faire connaître APH à des hypnothérapeutes qui ne sont pas membres et qui pourraient potentiellement être intéressés à nous rejoindre. Voilà pour ce qui est des ateliers. Ensuite, il y a une activité qu'on a maintenue pendant pas mal d'années, qui était très intéressante. C'est notre présence sur les salons de thérapie. On a notamment travaillé avec les salons des thérapies naturelles, pour lequel on a fait plusieurs salons. On a travaillé aussi avec, comment ça s'appelle, Recto Verso, qui organise aussi des salons, avec encore un autre organisme, excusez-moi, je ne me souviens plus lequel, on avait fait un salon à Seignelay-Léger. Donc, on a fait pas mal de salons, un à Seignelay-Léger, un à Genève, 2 à Fribourg, un à Aigle, à Morges. Enfin bref, ces salons sont très intéressants, ça attire du public. Donc, c'est l'occasion de faire connaître l'hypnose, donc de répondre à ce second objectif assez important qui est dans nos statuts, de mieux faire connaître l'hypnose. Durant ces salons, d'abord, évidemment, on est là, on est présent, et puis on donne des petites séances sur le stand. Donc, ça permet d'animer, ça permet aux gens de déguster un peu l'hypnose. Pour ceux qui en ont envie, c'est des courtes séances entre 10 et 20 minutes selon les cas. Et puis, on peut aussi donner des conférences dans ces salons. Je l'ai fait plusieurs fois, d'autres l'ont fait. On a fait aussi des conférences à plusieurs. Et donc, ça permet de vraiment diffuser un peu un autre discours, faire connaître l'hypnose non médicale au public, puisque l'hypnose médicale est quand même relativement bien médiatisée depuis quelques années. On en parle dans les journaux, etc. Et il est nécessaire, on pense, de maintenir un petit peu ce genre d'activité pour être auprès du public. Alors, il faut savoir que l'organisation, la tenue d'un stand, avec tout ce que ça suppose de logistique, ça prend pas mal de temps et on a eu au final un peu de peine à trouver des membres qui s'engagent dans cette démarche. Mais on l'a quand même fait pas mal de fois, donc on peut le refaire, sachant que les gens qui prennent la peine d'être sur le stand
de passer du temps et d'intervenir là, ben, évidemment, ils peuvent mettre leur prospectus, leur carte de visite, peuvent se mettre en avant, même si on diffuse une liste générale de tous les membres. Voilà un petit peu, vous avez les détails. Vous observerez que je peux être assez bavard. J'essaie de laisser un peu de temps pour que vous puissiez digérer, parce que je suis très conscient que je vous donne beaucoup d'informations. Mais il y aura des questions-réponses à la fin. Au niveau des catégories de membres, si vous avez été visiter notre site, si vous avez été curieux de voir ça, vous avez vu qu'on a plusieurs catégories de membres. Ça, c'est une nouveauté qui date d'il y a 2 ou 3 ans, sauf erreur, je ne suis plus sûr. Et donc, on a 3 catégories de membres. L'idée, c'est qu'on veut monter le niveau de compétence de nos membres, de sorte qu'on puisse être mieux considéré par l'extérieur, par les institutions. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être trop, comment dire ça, trop sévère avec les critères d'admission, parce qu'on estime que quelqu'un qui a fait une formation peut être très intéressé de participer aux ateliers, etc., et de participer à la vie de l'association, même s'il est peu expérimenté. Et donc, on reste ouvert à ces gens. Alors, on a trois catégories, donc, les adhérents pour lesquels on demande 150 heures de formation, ça correspond à une formation de base standard. Ces membres n'ont pas de visibilité publique. On veut garder une certaine qualité, alors ils sont les bienvenus, ils peuvent participer à toutes les activités de l'association, mais on ne les met pas en avant sur le site Internet. Ensuite, on a les membres constituants, c'est 200 heures de formation, c'est pas beaucoup plus en fait, mais on demande là plus d'une année de pratique. Alors ça donne quand même, bon, voilà, là on n'a pas les tout débutants, on a quand même des gens qui ont voulu aller un peu plus loin, et ça donne les membres constituants, c'est la majorité des membres qui sont dans cette catégorie. Et puis après on a les membres référents, c'est eux qui vont en fait aller un peu, qui vont monter sur le ring quand il faudra aller négocier avec des institutions officielles. Et donc, à ces gens-là, on leur demande un minimum de 300 heures de cours, de 50 pratiques, plus de 1000 séances à son actif et l'inscription à l'AVS en tant que thérapeute. Alors, chaque membre peut évidemment, au fur et à mesure qu'il avance, qu'il complète sa formation, va changer de catégorie. Et ça, c'est la catégorie dans laquelle vous entrez si vous nous rejoignez. Donc, l'une ou l'autre de ces catégories. Puis après, évidemment, on va monter. Les personnes qui sont dans les deux catégories, donc constituants et référents, les deux catégories qui sont présentées sur l'annuaire du site APH, vont avoir un accès, enfin tous les membres ont un accès sécurisé, mais les membres donc, qui apparaissent ont un accès à leur profil et donc ils peuvent remplir leur profil, mettre des photos, mettre un descriptif, etc. Donc c'est un annuaire qui est relativement étoffé et qui est suivi par les moteurs de recherche. Donc les membres qui remplissent leur profil de manière exhaustive, un peu sympa, etc., ils trouvent un certain intérêt. Quand vous êtes membre, vous avez accès à des ressources du site. C'est-à-dire, quand vous vous connectez au site, vous avez un lien de connexion en tant que membre, apparaît un nouvel onglet qui n'apparaît pas au public et dans lequel vous avez un certain nombre de ressources. Notamment, vous pouvez revoir des vidéos d'ateliers qui ont eu lieu par le passé sur des thématiques. Tout ça est assez bien et même très bien rangé, donc on retrouve des choses assez facilement. Il y a certains documents aussi qui sont accessibles par ce menu-là. Et puis d'autres possibilités pour nos membres qui sont d'écrire un article sur le site, de tourner une vidéo, une courte vidéo pour se présenter sur notre chaîne YouTube, de participer évidemment au groupe Facebook, au groupe LinkedIn, et donc d'être dans un mouvement
un mouvement relationnel et professionnel entre hypnothérapeutes. Voilà, je crois que je vais revenir un tout petit peu sur les détails de nos statuts, l'essentiel. Et puis, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous trouvez ça rapidement. Si vous nous rejoignez, vous recevrez un dépliant, voilà, je vais mettre ça comme ça, un dépliant qui résume toutes les choses que les membres doivent savoir. Voilà, donc on a vraiment qu'est-ce que l'association, le résumé des statuts, les différents membres, comment s'engager si on a envie de s'engager, l'essentiel des statuts, qu'est-ce que vous pouvez faire, voilà, quels sont les avantages finalement qu'on vous donne, se trouve dans ce document et chaque membre reçoit ce document un peu en référence pour ne pas avoir à aller piocher dans les statuts ou dans trop de paperasse extérieure. Alors, je l'ai dit et je le redis, les buts principaux, c'est d'aider les membres à développer leurs compétences, de les soutenir, de les orienter, de valoriser la profession auprès des institutions, de mieux faire connaître l'hypnose au grand public, d'offrir une visibilité aux membres. Là, on pense au salon, mais on pense aussi à notre annuaire interne sur le site APH. Et effectivement, les ambitions sont maintenant d'assumer cette fonction d'interlocuteur officiel auprès des institutions. Alors là, on est un peu au début de la démarche, même si on a posé plein de choses, on n'a pas encore vraiment passé à l'action. On est encore en train de faire les préparatifs, de se préparer par rapport à tout ce qui pourrait être fait. Voilà, l'Assemblée générale va se réunir bientôt, le 1er juin. Il y a donc l'Assemblée générale, c'est comment dire ça, c'est l'organe officiel, l'organe fêtier de l'association, c'est là où se prennent les décisions. Après, il y a un comité, évidemment, qui va se charger d'appliquer les décisions qui ont été prises durant l'Assemblée générale. Et ce comité est formé par les responsables de 5 groupes de travail. Il y a un groupe communication, il y a un groupe pour les ateliers, pour organiser les ateliers et les formations. Il y a un groupe pour les relations extérieures. Donc là, on est vraiment dans cette étude et négociation avec les institutions. Il y a un groupe qui s'occupe des adhésions. Et il y a un petit groupe finance, voilà, avec une personne qui est trésorière de l'association. Donc, ça fait 5 groupes de travail, plus ou moins nombreux. Ça dépend ça dépend des défis qui sont lancés. Et les responsables de ces 5 groupes forment le comité. Occasionnellement, on peut former une commission d'études supplémentaire lorsqu'on en a besoin. On pense notamment, ça va être voté à l'Assemblée générale, de former une commission d'études pour fixer les critères qu'on aimerait voir appliqués par les écoles. Parce que dans les écoles, chaque école fait un peu comme elle veut. Alors, la plupart font bien leur travail, mais il n'y a pas vraiment de critères et il y a certaines choses qui restent un peu troubles. Et donc, on aimerait pouvoir collaborer. Il ne s'agit pas d'arriver pour leur tirer les oreilles, mais collaborer simplement avec ces écoles pour harmoniser en fait au mieux ces formations d'hypnose. Et peut-être un petit détail qui me passe par l'esprit, sinon on aura la question, la cotisation pour être membre est de 100 francs par année civile. C'est la même cotisation indépendamment de la catégorie de membres. Voilà, on réunit des professionnels de l'hypnose. Alors évidemment, il y en a qui exercent à plein temps, d'autres à mi-temps, etc. Mais ça reste des professionnels de l'hypnose, des gens qui pratiquent, qui exercent hors du champ médical. Alors à savoir quand même qu'on a quelques membres qui sont du domaine médical, infirmiers, infirmières, etc.
Et donc, tous nos membres sont certifiés en hypnose thérapeutique ou en hypno-coaching, hein, par des écoles que nous reconnaissons. C'est ces fameuses écoles que nous reconnaissons jusqu'à présent, avec lesquelles on aimerait pouvoir négocier ou discuter ou collaborer sur des critères d'harmonisation des formations. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de lire un petit peu mon papier pour voir si j'ai rien oublié. L'idée de défendre une profession nécessite évidemment une association un peu forte, c'est-à-dire qui réunit un certain nombre de personnes et ces personnes étant, évidemment, elles sont intéressées par un objectif donc, qui est fixé dans les statuts, et puis toutes ces personnes, tous ces membres vont évidemment avoir leur mot à dire sur les directions prises par l'association, mais ça veut dire que plus on est nombreux, plus on va être considéré comme une référence en matière d'hypnose thérapeutique, et ça, c'est effectivement notre objectif. Alors, pour ma part, et pour avoir vécu l'aventure depuis le début, je considère qu'aujourd'hui, APH est prêt à entreprendre des projets plus ambitieux, autant sur le plan du développement des compétences des membres que sur celui de la diffusion publique, diffusion d'informations pertinentes. Alors, on parlait des salons, mais il y a aussi des idées qui planent, qui sont en gestation à propos d'intervention dans les médias. Ça peut être les journaux, la radio, la TV, peu importe. Et ce sont des objectifs que APH s'est fixé et qui méritent d'être poursuivis avec une certaine détermination. Il faut pouvoir aller de l'avant avec ces projets-là. C'est en faisant cela qu'on pourra vraiment agir comme une association professionnelle. Et plus on va faire ça, plus on sera pris au sérieux. Alors, on commence vraiment à être pris au sérieux. Hein. On n'est plus dans les débuts, à tel point que ça peut occasionner quelques étincelles. On est suffisamment pris au sérieux pour être pris à partie parfois, c'est-à-dire qu'on nous demande des comptes, on peut, voilà. Donc, ça veut dire qu'on nous considère, et c'est une bonne chose. Au niveau des perspectives, des ambitions, ben, j'en ai déjà assez largement parlé. Représenter le métier, avoir une position un peu officielle, sont des défis d'envergure. Les négociations avec les caisses maladie, ça c'est quelque chose qui va nous occuper un moment, je pense, parce que c'est pas gagné d'avance, mais en même temps, nous sommes des professionnels, on obtient des résultats excellents, et donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas négocier avec ces gens-là. Il y a aussi une intention, en tout cas actuellement, on y pense, de prendre contact. Ça va être un peu plus tard. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue et qu'on continue à se solidifier en interne. Mais un peu plus tard, il y a l'idée de se positionner aussi ou de voir dans quelle mesure on peut être consulté pour la mise en place d'un brevet fédéral. Il y a régulièrement l'histoire du brevet fédéral qui revient sur le tapis. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment sérieux, mais s'il devait y avoir quelque chose organisé par la Confédération, ça serait bien qu'on soit du moins consulté. Donc, vous vous rendez compte sans doute que c'est des projets assez ambitieux, mais en même temps tellement naturels et évidents pour une association professionnelle. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Il n'y a qu'une association qui peut faire des trucs comme ça. Et donc, plus on est nombreux, plus on va faire ça de manière efficace, sans se priver de le faire de manière sympathique. Et pour terminer un peu cette présentation, vous donner un point un peu sur l'organisation actuelle. Moi, je suis donc cofondateur. Les 2 premières années, c'était Véronique qui était présidente, et après, j'ai repris le flambeau. Donc, ça fait 5 ans que je suis président. Et c'est une charge assez lourde. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis en place beaucoup de choses. Voilà, j'ai vraiment bossé pour cette association. Et maintenant, les choses sont en place. Donc, ça va être un peu plus calme à l'avenir, puisque
bon, un grand nombre de choses sont faites. Alors, il y a des projets, il y a des choses à développer, mais un grand nombre de choses sont en place, sont faites. Et pour moi, il est venu le temps de me retirer. Alors, je ne pars pas tout de suite. J'ai annoncé que j'allais quitter dans un an. Et donc, on a une année. Enfin, j'ai annoncé ça il y a déjà 6 mois, mais pour dire jusqu'à l'été 2023, je maintiens ma position, je maintiens mon poste. Et après ça, je ne vais pas me retirer de l'association, j'aimerais me retirer de la responsabilité de l'association. Donc, je vais y rester actif, mais on va effectivement chercher à reconstituer un peu le comité, voilà, à motiver les gens, à trouver un peu des ressources, à multiplier, en tout cas, augmenter le nombre de membres et voilà, on tire tous à la même corde et avoir un peu plus de ressources pour faire les choses de manière efficace et les faire en prenant du plaisir. Parce que sinon, si on ne prend pas de plaisir, on ne va jamais arriver à nos objectifs. Et donc, voilà, on va chercher un certain nombre de personnes durant la prochaine assemblée, notamment un vice-président qui va travailler avec moi pendant un an avant de reprendre le poste. On aura besoin de quelqu'un qui s'occupe du secrétariat. La trésorerie a été aussi abandonnée il y a quelques mois. Et voilà, et toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont envie de participer à cette aventure pourront entrer d'une manière ou d'une autre, soit dans le comité, soit s'ils n'ont pas envie de s'engager de manière aussi importante, dans les commissions, puisque il y a des commissions qui s'occupent de réfléchir à des choses, ou alors il y a des missions plus courtes, plus petites, pour aider au secrétariat, par exemple, travailler sur la newsletter ou ce genre de choses. Bref. Donc, ça veut dire qu'on est sans cesse en mutation, ça c'est normal, une association fonctionne comme ça, et une association fait appel à ses membres, fait intervenir ses membres, évidemment, on force personne, chacun est libre, on a la plupart des membres qui payent leurs cotisations et qui sont peu actifs, ou qui viennent quand c'est utile ou quand ça leur convient. Et puis, on a besoin quand même d'un petit noyau qui est actif. Mais sachant que le gros du travail a été mis en place et que la suite va être beaucoup plus simple. Pour vous qui pourriez potentiellement être intéressés à nous rejoindre, eh bien, on apprécierait que vous soyez présents quand on fait des ateliers, que vous soyez engagés, évidemment, et qu'on puisse comme ça amplifier notamment et surtout lors des ateliers en présentiel, qu'on puisse mieux faire connaissance, car c'est à travers ces rencontres qu'il y a eu le plus grand nombre de synergies, de collaborations, d'amitiés qui sont nées, et ça, c'est vraiment précieux. Et je pense que tant qu'on restera sur Zoom, si on reste trop sur Zoom, on ne va pas permettre à des amitiés de se développer. Et donc, on a besoin vraiment d'avoir une vie d'association qui est un peu charnelle, comme ça, enfin, charnelle, vous voyez ce que je veux dire, qui est un peu matière, quoi, qui est un peu dans le réel, dans le monde réel, pour permettre à toutes ces synergies, ces rapports humains, ces amitiés de se créer. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je terminerai juste avec une notion un petit peu technique. Vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur le site Internet, c'est-à-dire nos statuts, notre code de déontologie, je crois qu'il est accroché à nos statuts, nos modes de fonctionnement, les explications de nos projets, qu'est-ce qu'on offre aux membres, qu'est-ce qu'on attend des institutions, qu'est-ce qu'on veut faire avec elles, etc. Qu'est-ce qu'on propose au public. Vous retrouvez tout ça, si ça vous intéresse, c'est assez facile, donc je ne vais pas m'étaler plus pour le moment. Ça fait déjà 45 minutes que je parle. Ça ne m'étonne pas vraiment de moi parce que je me connais, mais vous ne me connaissez peut-être pas encore aussi bavard. Et donc, je vais ouvrir
l'espace pour les questions. Alors, je rappelle, si vous avez envie d'apparaître, vous laissez votre vidéo, vous allumez votre micro, vous posez votre question, on va faire ça à la bonne franquette. Et si vous préférez ne pas apparaître, eh bien, vous laissez votre caméra éteinte et vous allumez juste votre micro. Je vais remettre en mode galerie, maintenant que j'ai fini mon exposé, de sorte qu'on voit voilà, les plusieurs personnes. Là, on a Patricia, Nathalie et Alexandra, qui sont quasiment visibles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Philomène qui apparaît, merci d'être là, merci de vous exprimer. Alors, je vous laisse un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup parlé. Je suis très conscient que je vous en ai mis plein la tête. Et voilà, je réponds volontiers à toutes les questions qui pourraient se poser. Oui, moi j'ai une question. Oui. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier pour le travail que vous faites parce que c'est très important pour nous les professionnels. Enfin, moi, ça fait quelques années que je pratique dans le coaching et l'hypnose. Et puis, souvent, la difficulté, c'est d'avoir un réseau de professionnels, une certaine synergie et partager justement des expériences, aussi des moments de pratique, des doutes. Voilà, parce que chacun travaille un peu pour soi. Voilà. Il est vrai qu'au niveau des formations, on peut toujours trouver des formations selon les besoins, les envies, les contacts, selon les centres qu'on connaît. Par contre, pour ce qui est plutôt de la reconnaissance disons, de la profession, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Moi, personnellement, je viens de la pédagogie curative, donc je suis quand même depuis longtemps dans ce milieu. Et puis, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute. Et c'est quand même complexe par rapport à la reconnaissance des caisses maladies. J'ai déjà effectué passablement de recherches, de démarches. Et puis, on me demande toujours de faire les 150 heures d'anatomie et physiologie, ce qui n'est pas intéressant du tout pour moi et qui n'a pas de sens. Et puis, justement, parfois, je me sens un petit peu seule par rapport à tout ça parce que j'aimerais quand même bien être reconnue d'une manière ou d'une autre, ou à travers le coaching, ou l'hypnose, ou la pédagogie curative. Il n'y a pas trop de moyens. Moi, ce qui m'a intéressé par rapport à votre courrier, c'était effectivement plutôt cet aspect de agir ensemble, faire des démarches auprès des caisses maladies ou se faire reconnaître. Pourquoi pas? Vous avez parlé de brevet fédéral, je n'avais jamais entendu parler. Voilà, oui, ça m'interpelle aussi parce qu'un jour, peut-être on va être aussi confronté à ça. Donc, pour moi, c'est aussi la question que j'ai à vous poser par rapport à tout ça, c'est concrètement, qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport aux caisses maladies au niveau des démarches? Voilà, c'est ça. Merci. Alors, concrètement, on n'a rien fait encore. La réponse, elle est claire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi, on a parlé, on a un peu refait le monde, on a cherché, on a enquêté à l'intérieur, entre nous. Et on s'est rendu compte que la reconnaissance ASCA, puisque c'est de ça qu'on parle, ou RME, par exemple. RME, je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, l'ASCA, alors l'ASCA reconnaît l'hypnothérapie, donc ils ont une ligne de reconnaissance de l'hypnothérapie. Les caisses maladies ne reconnaissent pas. Donc, même si vous êtes reconnu ASCA, les caisses maladies ne remboursent pas vos clients. On a quelques membres qui ne sont pas reconnus ASCA et dont certains clients ont été remboursés. Donc, c'est un peu, on ne comprend pas, là, on ne comprend pas. Effectivement, la formation d'anatomie, physiologie n'apporte rien à notre pratique puisqu'on ne fait pas de l'hypnose médicale. Alors, je ne dis pas que c'est complètement inutile, moi je l'ai fait. C'est un gros morceau à se mettre dans le lot, ça coûte assez cher, c'est un gros investissement en temps. Et finalement, comme on ne pratique pas avec les maladies, eh bien, on oublie très vite tout ce qu'on s'est mis dans la tête.
Et donc, ça, par contre, il reste une connaissance un peu générale et qu'en cas de besoin, on sait où chercher. Mais ça vaut pas, je veux dire, ça n'a pas de commune mesure, cet avantage-là, avec l'investissement qui a été fait. Et donc, tout ceci est défini par les caisses maladies. Les caisses maladies veulent un certain nombre de garanties pour rembourser les clients de certains thérapeutes. Et donc, l'ASCA a travaillé pendant des années pour obtenir des remboursements de certaines thérapies. Ils ont mis l'hypnothérapie sur leur liste ASCA. Donc, on peut effectivement être hypnothérapeute reconnu ASCA, mais quand bien même, les assurances ne remboursent pas l'hypnose. Ne remboursent pas l'hypnose non médicale. Elle doit être donnée par un médecin. Ou un infirmier. Si elle est donnée par un médecin, elle tombe sous le coup de la LAMAL, de l'assurance de base. Et donc, les gens doivent payer leur franchise. Donc, selon la franchise, jusqu'à arriver à couvrir un traitement d'hypnose, je veux dire, c'est un peu… Voilà. Alors, voilà un petit peu où on en est de nos recherches. On n'a pas, personnellement, je n'ai pas enquêté sur RME et puis on n'a pas encore formé de commission vraiment qui enquête là-dessus. Beaucoup de personnes comme vous, Patricia, ont fait leur recherche dans leur coin. Mais quand on fait sa recherche de manière individuelle, on va appeler quelques assurances, on va généralement faire ça par téléphone, puis on ne tombe jamais sur le directeur ou sur le juriste de l'assurance, donc on tombe sur la secrétaire ou même sur l'apprenti. J'ai rien contre, mais si on rappelle 3 semaines après, on tombe sur quelqu'un d'autre qui nous dit autre chose. Donc, il s'agit maintenant de faire une véritable enquête, et à mon sens, il n'y a qu'une association professionnelle qui peut le faire de manière valable, c'est qu'on veut des critères, on veut savoir sur quel article de loi, sur quelles conditions générales d'assurance, où on sait qu'il y a des regroupements d'assurance, etc., sur quoi c'est basé, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour répondre à leurs critères, qu'est-ce qu'eux seraient d'accord de faire pour considérer notre travail, etc. Donc, il y a vraiment toute une enquête à faire. D'abord, d'être sûr de ce qu'on dit quand on parle de remboursement ou pas remboursement, d'ASCA, de l'AMAL, de complémentaires, etc. C'est beaucoup de on dit, on m'a dit que, etc. Donc, on a besoin de faire une action officielle d'une association pour obtenir des garanties écrites sur l'état des lieux actuel et sur les possibilités de modifier ça. Alors voilà, je pense avoir répondu à la question, mais j'aurais envie de faire un petit complément, puisque au sein du groupe des hypnothérapeutes, et là au sens plus large même que l'association, tous les hypnothérapeutes ne sont pas favorables au remboursement de l'hypnothérapie. Parce qu'on est dans de la thérapie super brève. Alors évidemment, on peut avoir des clients qui changent toute leur vie ou avoir des cas spéciaux qui vont jusqu'à 20, 25 séances. C'est assez rare. Généralement, on tourne quand même entre 3 et 5 séances, parfois moins, parfois un peu plus, mais la moyenne, c'est entre 3 et 5. Et donc, on peut se dire que ça reste accessible, c'est en tout cas en dessous de ce que les gens paieraient s'ils vont voir un médecin faire de l'hypnose puis qu'ils doivent payer leur franchise. Et donc, il y a une vraie réflexion à faire là-dessus, mais une réflexion qui ne vient pas d'un on-dit ou d'une considération personnelle. Il faut faire une vraie enquête avec des résultats qui sont confirmés par écrit et par des organismes officiels. Et ça, je pense qu'à titre individuel, un praticien en hypnose ne peut pas faire ça. D'abord, c'est trop de boulot, et puis il n'obtiendra pas ces garanties. Tandis qu'en tant qu'association, on peut avoir le poids de faire ça, et on peut peut-être définir que dans certains cas, il y a peut-être certains cas, certains objectifs thérapeutiques qui pourraient être remboursés et pas d'autres. Voilà. Est-ce qu'il faut rembourser une phobie de l'avion? Par contre, rembourser un arrêt du tabac, bah oui, ça c'est clair que les assurances vont y gagner.
Après, c'est vrai que dès qu'on est un peu dans le domaine psy, un TOC, pour parler de ce domaine que je connais assez bien, j'ai quand même une bonne quantité de clients qui viennent me voir et qui sont en parallèle suivis par un psychiatre ou un psychothérapeute. Et donc, je pense que c'est pas rare. Ça veut dire que dans le domaine psy, qu'est-ce qu'on rembourse? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en hypnothérapie? Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Et je pense que là, il y a une vraie réflexion à faire avec peut-être une analyse ou une méta-analyse pour pouvoir discuter de manière professionnelle avec les professionnels qu'on a en face, qui sont les professionnels de l'assurance. Et c'est avec eux qu'on devrait traiter et peut-être que si on fait ça bien, on n'aura plus besoin de l'ASCA, on aura le label APH. Mm-hmm. Idéalement, ça serait, si on arrive à faire ce travail, qui est un travail d'envergure, les caisses maladies, ou du moins certaines, pourraient reconnaître les hypnothérapeutes APH. Voilà, et rembourser ces hypnothérapeutes APH. Donc, il y a un assez grand nombre de négociations à tenir. Et donc, si on n'a rien fait encore de manière pratique, c'est parce qu'on se prépare. Mais depuis un moment, déjà, on en parle. Et je pense que dans l'élaboration de ma réponse, vous vous rendez compte qu'on y a déjà réfléchi. Simplement. Voilà. J'ai répondu, Patricia? Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais rebondir. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une grande expérience dans les associations, hein, donc ça a été très bien fait. Merci. Pour rebondir à ça, 150 heures d'anato-patho, c'est rien. Parce que moi, j'ai dû faire 450 heures pour être reconnue pour l'ASCA. Plus, à l'époque, en 2017. En 2018, c'était 150 heures. Donc, de là, on voit que, ben voilà. Il y avait, maintenant, je ne sais pas, parce que comme je fais multidiscipline, voilà, une séance d'hypnose, ben, il y a aussi peut-être de la biorésonance, il y a peut-être aussi du massage. Et dans ce cas-là, ben, il n'y a pas que l'hypnose, parce que l'hypnomassage, ben, c'est du massage. Le massage est remboursé, n'est-ce pas? Le massage, je suis reconnue par toutes les actes complémentaires, oui. Donc, moi, je ne pense pas que c'est inutile de ne pas savoir la patho et l'anatomie. Pourquoi? Parce que je me suis aussi posé la question, quand on a quelqu'un en face avec quelque chose qui se présente, il faut aussi connaître un petit peu biologiquement comment ça se passe à l'intérieur. Une dépression, ben, il y a une dépression aussi au niveau biologique. Donc, quelque part, on ne peut pas soigner une dépression juste au niveau de la tête et au niveau des ressources internes sans savoir que la personne, elle a peut-être des carences extrêmes en dopamine, en sérotonine, etc., etc. Donc, je pense que là, moi, je soutiens que c'est intéressant d'avoir quand même cette base médicale d'anatomie et physiologie. Pour revenir aussi aux médecins qui pratiquent l'hypnose, je suis en contact avec un médecin, il est français, il est installé ici en Suisse et il pratique aussi l'hypnose, sauf qu'il n'est pas remboursé par la LAMAL. C'est la complémentaire qui rentre en ligne de compte. Et pour qu'elle rentre en ligne de compte, il faut qu'il fasse une formation de 150 heures. Alors voilà, un petit peu Une formation de 150 heures en hypnose? Oui, non, pas en hypnose, il a fait à la Salpêtrière pour être reconnu ASCA. Donc, ce serait remboursé par la complémentaire. À l'occurrence, je tiens quand même à dire que j'ai un master en pédagogie curative et en psychopathologie. Oui, voilà. Donc, je n'aurais pas besoin de faire ces 150 heures. Oui, c'est pour ça que voilà, je comprends là, bien vos arguments par rapport aux neurotransmetteurs, la dopamine et tout ça. Voilà. C'est important d'avoir une base. On est bien d'accord que c'est important d'avoir une base en psychologie ou en physiologie. Pour moi, c'est clair. Après, c'est un petit peu, chaque cas est différent. Et puis, c'est vrai que les infirmiers et les médecins, évidemment, c'est normal, ils sont reconnus sans devoir passer par d'autres moyens comme ça. Après, c'est un petit peu par rapport à la formation. Et moi, voilà, là, je défends un petit peu ma formation de base quand même.
Et quand j'ai dit je me sens un peu seule, c'est parce que je ne suis pas psychologue, mais je suis psychopédagogue. Ouais. C'est un peu différent. Mais c'est vrai que une base est nécessaire. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est important. J'y tiens quand même à le dire. Moi, j'étais reconnue aussi dans un annuaire des Suisses allemands, des thérapeutes. Des thérapeutes où il y a des médecins, des thérapeutes comme conseillères psychologiques. Mais bon, ça ne rentre pas non plus dans les remboursements. Là aussi, oui, je sais. certaines associations ont voulu se faire reconnaître et puis ça n'a pas marché. Voilà, c'était juste pour donner ma petite expérience que même les médecins ou infirmières doivent quand même passer par certains critères. Et bien sûr, au niveau de l'ASCA, il y a peut-être des choses qu'elles ne doivent pas faire. Si elles ont fait anatomie, elles ne vont pas refaire anatomie, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Mais elles doivent faire autre chose. Bien sûr. Alors, merci Philippe, hein, c'est ça? Oui, merci beaucoup Philomène pour le témoignage. Et puis la question, je n'ai pas de question particulière, peut-être individuelle, mais là je vous contacterai. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, ce sur quoi j'aimerais rebondir, alors là, on entre un petit peu dans les prospectives futures, c'est qu'effectivement, on se rend compte, enfin, voilà, c'est en négociation, parce évidemment, on est un groupe, donc on n'est pas tous du même avis, mais il semblerait quand même que plutôt que de faire 150 heures d'anatomie, physiologie, moi je les ai fait, on apprend ce que c'est la rate et le foie, enfin bon, ok, et puis les os des orteils, bon, ce n'est pas d'une importance capitale. Par contre, ça serait intéressant d'avoir une formation en psychopathologie. Ouais. Et ça manque. Hein, parce que ça, on n'a pas dans la formation ASCA, et c'est en fait surtout à ça qu'on est confronté, qu'on soit capable d'identifier, on ne va pas poser un diagnostic comme un médecin, évidemment, on n'est pas médecin, mais de diagnostiquer ou d'avoir, comment dire ça, un indice sur quelqu'un qui est bipolaire ou qui peut être schizophrène ou que sais-je, de sorte qu'on puisse mieux établir nos limites en disant, voilà, jusque-là, je peux aller, mais là, il faut renvoyer cette personne auprès d'un médecin ou d'un psychiatre, etc. Donc, on pourrait beaucoup mieux collaborer avec les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, si on avait une formation, si on pouvait parler le même langage, et ça manque. Je sais que dans certaines écoles, à l'Arche, par exemple, que vous connaissez sans doute, en France, ils proposent une session en psychopathologie, et je pense que c'est vraiment une très, très, très bonne idée. Alors, de là à le rendre indispensable pour les membres APH, on n'est pas encore là, mais ça fait partie de cette évolution dans laquelle on est inscrit dans ce processus. Voilà, il a fallu tout créer. On est parti de zéro il y a 7 ans. Maintenant, on en est là et on va continuer. On va continuer avec des nouveaux membres qui amènent des nouvelles choses, une nouvelle énergie et les membres qui sont présents. Il y a les vieux de la vieille qui ont aussi leur mot à dire et puis on avance comme ça. Et donc, c'est en évolution et ça fait partie de la vie d'une association. Merci en tout cas à chacun. Est-ce que quelqu'un d'autre désire s'exprimer avec une question ou avec des compliments? Je suis preneur. Hein. OK. Alors, vous pourrez intervenir, je ne vais pas laisser un silence trop long, vous pouvez toujours intervenir si quelque chose vous passe par la tête, vous allumez votre micro, vous faites tout. Et pendant qu'on prend encore quelques minutes, j'aimerais donc vous signaler, si vous êtes intéressé à nous rejoindre, vous pouvez évidemment me téléphoner, vous avez tous sur mon courrier mon numéro de téléphone. Alors, bon, je ne m'attends pas forcément à avoir 20 téléphones, ça va me prendre beaucoup de temps, mais allez voir, si nécessaire, n'hésitez pas. Et puis, donc, en visitant le site, vous allez vraiment trouver la plupart des informations, enfin toutes les informations nécessaires, et vous verrez qu'il y a un onglet « Adhérer à APH ». Alors,
en cliquant sur cet onglet, vous allez ouvrir une page, vous allez arriver sur une page d'adhésion qui rappelle les objectifs, qui rappelle les formations que nous reconnaissons, enfin les types de formations que nous connaissons, qui rappellent les 3 catégories de membres, donc ce qu'on demande comme nombre d'heures, à rappeler, à savoir ou à souligner que quand on parle de 150 heures, on parle de 150 heures en présentiel. C'est 150 heures d'enseignement. On ne compte pas les lectures personnelles, les travaux personnels, l'entraînement personnel qui a dû être fait parfois pour présenter un cas, etc. Donc, on est vraiment dans, on considère l'enseignement théorique et pratique, mais pas les travaux personnels. Donc, ça, c'est important parce que, par exemple, il y a des écoles qui considèrent ça. Ils ont 80 heures en présentiel d'enseignement, enseignement-entraînement. Puis après, il y a encore 120 heures ou estimation de 120 heures d'études, d'essais, etc. Alors, nous, on ne compte pas ça. C'est une formation qui est vendue, enfin, qui est présentée comme 200 heures, mais il n'y a que 80 heures de présentiel. Donc, on compte que ces 80 heures. Ça, c'est nécessaire de souligner ça, de le préciser pour que vous sachiez vers quoi vous allez. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, vous pouvez voir un petit peu sur votre formation, votre cursus, combien d'heures de formation vous avez en présentiel. Voilà. Quoi d'autre? Donc, vous avez tous ces différents critères qui sont rappelés sur cette page d'adhésion. Et puis après, vous avez un formulaire à remplir. Et puis, quand vous remplissez le formulaire, ça arrive chez nous. On va regarder généralement assez rapidement dans les jours qui suivent. On est assez réactif. On va regarder, vérifier un petit peu vos coordonnées. On va voir votre site Internet si vous en avez un, etc. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une première température. Et puis, on regarde si vous avez les critères. Si vous avez les critères, on vous souhaite la bienvenue et vous êtes invité dans un deuxième temps à compléter le profil, puisque le premier formulaire, il est un peu restreint. Puis après, vous allez compléter votre profil, vous pouvez mettre vos photos, etc. Mettre plein de trucs, de sorte qu'on ait les informations complémentaires dont on a besoin sur nos membres. Voilà ce qui vous attend si vous voulez nous rejoindre. Et puis après, il y a des ateliers. Là, on arrive à l'été, donc on a l'Assemblée générale bientôt, donc il n'y a plus d'ateliers. Les 3 ateliers du premier semestre ont été faits, et puis on recommence généralement. Les dates ne sont pas encore fixées, mais généralement on commence vers mi-septembre, fin septembre. On fait 3 ateliers peut-être ça risque d'être début septembre, parce qu'on va faire 3 ateliers plus une formation longue qui est en préparation. Une formation qui sera donnée par un certain Jérémy, je ne vais pas esquinter son nom, Mouin, ou un truc comme ça, un Français, qui a beaucoup travaillé dans le domaine des pays en crise, des pays en guerre. Et donc, il a travaillé un peu au front avec des méthodes d'hypnose rapides, des inductions flash, des inductions rapides et des techniques de traitement des syndromes post-traumatiques. Et donc c'est un spécialiste de ça et il viendra. C'est cette formation-là qui est en préparation, donc formation longue, on ne sait pas encore si ce sera 1 jour ou 2 jours. Et évidemment, ça sera annoncé et ça sera même annoncé en dehors de APH. Donc, même si vous ne nous rejoignez pas, vous recevrez sans doute une petite publicité un jour avec cette proposition de formation. Voilà. Quoi dire de plus? Ça me fait plaisir de voir vos sourires. Je suis à moitié avec les lunettes en bas, en haut, parce que je ne vois rien sinon. Voilà. Et donc, ravi de vous rencontrer. Merci de votre présence. Si vous prenez l'envie d'intervenir, faites-le encore maintenant, parce que je pense que moi, j'ai fini ma présentation. Je pense qu'on a fait un peu le tour. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir libérer chacun. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. On est dans les temps. Mais je reste volontiers s'il y a encore des questions.
Et sinon, j'espère vous retrouver, vous faire plus ample connaissance de l'autre côté du système, au sein de l'association. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite de très belles séances d'hypnose, de vous éclater avec ce merveilleux outil, et puis de nous rejoindre peut-être plus tard ou jamais, peu importe, on reste comme une grande famille, qu'on soit en lien ou pas, ou en lien proche ou lointain, on tire tous à la même corde, du moins je le souhaite, et donc bienvenue à ceux qui nous rejoindront et bonne route à ceux qui feront un autre choix. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Merci. Au revoir.